Bonsoir. Au nom de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et de sa présidente Marie-Christine Labourdette, je suis très heureuse de vous recevoir si nombreux ce soir pour ouvrir ce cycle de 5 conférences consacrées à l'Art Nouveau en Europe, cycle lié à l'exposition Otto Wagner, maître de l'Art Nouveau, que nous présentons jusqu'au 16 mars prochain entre nos murs et dans le cadre de la saison viennoise. L'exposition s'appuie sur celle qui a été présentée au Wien Museum en 2018, musée avec lequel nous avons eu la chance de collaborer de manière inédite pour l'exposition présentée à Paris et pour le catalogue qui est déjà une monographie de référence sur Otto Wagner. Et je souligne en même temps que le catalogue édité par le Wien Museum pour son exposition est également un ouvrage de référence sur cet architecte fort important, à la fois pour Vienne, mais aussi pour l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité accompagner l'exposition par ce cycle de conférences pour souligner l'influence européenne de Wagner et le contexte de la création architecturale au tournant des 19e et 20e siècles. Ce programme réunira pendant 5 séances des spécialistes de l'Art Nouveau qui dresseront à l'échelle européenne un panorama de ce mouvement essentiel à l'émergence de la modernité du XXe siècle. Nous avons le privilège pour cette première conférence destinée à Otto Wagner et l'Art Nouveau à Vienne de recevoir les 3 commissaires de l'exposition, que je remercie chaleureusement pour leur présence ce soir. Donc Eva Maria Oroz, conservateur du département des arts décoratifs du Wien Museum. Andrea Nierhaus, conservateur de la collection d'architecture du Wien Museum. Et Hervé Doucet, maître de conférences en histoire de l'art à l'Université de Strasbourg. Voilà, tous les 3 sont de grands spécialistes d'Otto Wagner et de l'Art Nouveau. Nous vous donnons rendez-vous chaque lundi soir jusqu'au 16 mars, donc lundi prochain, avec Hervé Doucet qui présentera l'Art Nouveau en France. Le 2 mars, il sera question de l'Art Nouveau en Belgique. Le 9 mars, des centres du Nord. Et enfin, le 16, de l'Art Nouveau à Barcelone et en Catalogne. Alors, je rappelle que ce soir, une partie de la conférence se déroulera en allemand et que si vous n'êtes pas muni de casque, je vous invite à en chercher à l'entrée de l'auditorium. Et je cède la parole à Hervé Doucet qui va introduire cette conférence. Bien, merci Florence pour cette présentation. Effectivement, donc vous l'avez compris, cette conférence se fera à 3 voix. Et je vais donc commencer en fait à vous parler un petit peu du contexte de cette sécession viennoise, et je vais essayer de mettre en rapport justement la sécession viennoise avec les autres mouvements que l'on peut qualifier d'art nouveau ailleurs en Europe. Ensuite, je céderai la parole donc à Eva Maria Oroz qui, elle, vous parlera plus spécifiquement de ce qu'on appelle le Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire le concept d'œuvre d'art totale qui est effectivement véritablement au cœur des réflexions des artistes de l'art nouveau, quel que soit le centre que l'on peut considérer. Et ensuite, donc, c'est Andreas Nierhaus qui terminera cette conférence en vous parlant plus spécifiquement d'architecture. Alors, non seulement évidemment en vous reparlant d'Otto Wagner, que je crois maintenant on connaît un petit peu mieux en France grâce donc à l'exposition qui a lieu actuellement ici dans ces murs, mais Andreas Nierhaus bien parlera également du milieu de l'architecture viennois
et notamment de cette fameuse école de Wagner, donc des étudiants que Wagner a formés et qui ont très largement contribué à propager ces idées de modernité. Voilà, donc une conférence en 3 temps que je voudrais donc commencer dès maintenant pour vous planter un petit peu le décor, former un cadre qui va nous permettre effectivement de comprendre la manière dont ce mouvement naît et grandit à Vienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes de la sécession partagent peut-être bien plus qu'une esthétique, mais véritablement des idéaux, et ces idéaux, ils les partagent avec d'ailleurs bon nombre de leurs confrères européens. C'est d'ailleurs par ce partage d'un certain nombre d'idéaux que l'on peut considérer la sécession comme le versant autrichien de l'Art nouveau européen. Alors, comme dans la plupart des centres de l'Art nouveau, s'est développé à Vienne un désir, à la fin du XIXe siècle, de liberté, un désir de se dégager des institutions artistiques, des académies locales. Et de ce point de vue, le terme sécession est tout à fait emblématique. S'ils choisissent ce nom pour leur groupe, eh bien, c'est directement en référence à la sécession plébéienne de la Rome antique, mouvement qui vit la plèbe conquérir de nouveaux droits sur les patriciens. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce nom, d'autres artistes, avant les Viennois, l'avaient choisi. Il s'agit d'un groupe d'artistes munichois qui, dès 1892, avait choisi pour nom ce terme de sécession. Ces artistes munichois étaient des artistes de l'avant-garde qui s'étaient notamment regroupés autour du peintre Franz von Stuck, dont j'aurai l'occasion de reciter le nom tout à l'heure. Alors, pour faire connaître leurs idées, mais également leurs œuvres, leurs productions, les artistes de la sécession viennoise se dotent très rapidement d'une revue à laquelle ils donnent le nom de Versacrum. Dès le premier numéro de cette revue, dont vous avez d'ailleurs la couverture ici à l'écran, sont affirmés des principes forts, chers aux artistes de la sécession, et des principes que donc on retrouve un petit peu partout en Europe à la même période. Déjà, permettez-moi peut-être de dire 2 mots de l'illustration qui figure sur cette couverture, qui est à elle seule, j'allais dire, tout un programme, véritablement. C'est une œuvre d'Alfred Roller qui figure donc, vous le voyez, une plante dont les racines font exploser véritablement le pot qui la contient. Manière de dire, sans aucun doute, que l'art que les artistes de la sécession entendent faire naître, entendent développer, ne peut aucunement être contraint, d'une part. Ils veulent effectivement s'affranchir de toute question de contrainte, de toute règle. Et peut-être s'agit-il également pour l'auteur de cette image de dire que dorénavant, l'art doit prendre ses racines, sa source, ailleurs que ne le faisaient les artistes officiels jusqu'alors. Alors, ce premier numéro, donc encore une fois, dont vous avez la couverture ici à l'écran, est véritablement essentiel parce que il figure un certain nombre d'articles qui sont tous absolument fondamentaux pour véritablement comprendre, encore une fois, l'idéal de la sécession. Il y a un texte notamment de Max Burkhardt qui tente à expliciter le choix de Versacrum comme titre de la nouvelle revue. Versacrum, c'est effectivement le terme latin pour printemps sacré. Et il écrit finalement dans l'article qu'il signe que le titre choisi pour la revue
revue est hautement symbolique et qu'il entend souligner, je le cite, « l'esprit de la jeunesse qui souffle au printemps ». Et que justement cet esprit de la jeunesse doit être, pour Max Burkhardt, mais également tous les artistes de la sécession, le moteur dorénavant de la création artistique, afin qu'un souffle véritablement de modernité puisse s'imposer à Vienne. On appelle donc véritablement au sein de ce texte à l'émergence d'une certaine nouveauté, d'une certaine modernité, mais sans plus avant essayer de définir formellement ce à quoi pourrait ressembler cette modernité. Ceci me semble important et j'y reviendrai un petit peu plus tard. À côté de ce texte donc, qui a été rédigé essentiellement pour justifier donc, ce nom de Versacrum, il y a également un autre texte qui est lui simplement intitulé, je traduis son titre, « Pourquoi une nouvelle revue ?» Effectivement, il peut s'avérer important de se pencher sur cette question. Et l'auteur de ce texte commence en fait son article en disant que finalement Vienne, nous sommes en 1898, est un petit peu à la traîne. En tout cas qu'il y a d'autres pays qui en Europe ont montré la voie à l'avant-garde et que, d'une certaine manière, finalement, Vienne prend le train en marche. Alors, il cite, cet auteur, les exemples notamment de Londres, de Munich, j'évoquais tout à l'heure, à l'instant, la sécession munichoise, mais l'auteur parle également de Paris ou de Pétersbourg, et il dit finalement que Vienne doit prendre le train en marche et aussi permettre à la modernité de s'imposer comme dans ces autres villes d'Europe. L'objectif donc de la revue est une diffusion des œuvres viennoises et des idées des artistes autrichiens, mais vous voyez que dès l'origine, puisqu'on fait référence dans ce texte directement à d'autres centres de l'avant-garde artistique en Europe, vous voyez que si l'on entend promouvoir l'art autrichien, on prend véritablement appui, modèle sur ce qui se passe ailleurs. Il y a ici, je crois, une petite peut-être contradiction entre à la fois donc un mouvement d'ouverture, on prend modèle sur l'étranger pour créer quelque chose de nouveau, et puis une volonté, encore une fois, de promouvoir une culture, une production artistique qui serait essentiellement, on va dire, nationale. Alors ça aussi, cette contradiction finalement entre l'ouverture sur l'extérieur, ouverture à l'étranger, et puis promotion d'une production locale, c'est une caractéristique qu'on retrouve absolument partout dans l'art nouveau. Vous aurez d'ailleurs l'occasion, sans aucun doute, de voir d'autres exemples dans les prochaines conférences qui auront lieu. Il y a toujours ce mouvement, en quelque sorte, de balancier qui est là aussi, je crois, une caractéristique essentielle de l'art nouveau. Alors, cette ouverture sur l'étranger, elle est effectivement très importante pour les Viennois, même si, on le comprend, il ne s'agit pas pour eux d'imiter formellement les œuvres qui voient le jour ailleurs. Autre caractéristique qui apparaît clairement dans ces textes de cette du premier numéro de cette revue, c'est l'abandon de la hiérarchie traditionnelle des arts. Aux yeux des artistes viennois de l'avant-garde, de cette extrême fin du XIXe siècle, il ne doit plus y avoir de différence entre ce qu'on appelait les arts majeurs, la peinture, la sculpture et l'architecture, et les arts mineurs. Au contraire, il doit y avoir une fusion et tout doit être considéré, j'allais dire, un petit peu de la même manière. Là aussi, c'est une idée qui est très largement acceptée par
tous les artistes de l'avant-garde européenne. Et cette idée, elle explique que de nombreux artistes de cette époque vont s'exprimer dans des domaines qui ne sont pas forcément ceux pour lesquels ils ont été formés. C'est la raison pour laquelle on va voir notamment des artistes qui sont formés dans des académies de peinture et qui, a priori, sont destinés à exercer le métier de peintre, eh bien, se détourner de la peinture pour, au contraire, travailler en tant qu'architecte, en tant qu'artiste décorateur. Alors, il y aurait énormément de noms à évoquer pour illustrer cette idée. J'en citerai peut-être simplement deux. Peter Behrens pour l'Allemagne, qui a été formé effectivement à la peinture et qui va se faire connaître essentiellement, on va dire, comme architecte et designer. Et puis on peut évidemment penser à Henri van de Velde, le Belge, qui lui aussi a été formé à la peinture et qui va délaisser très rapidement la peinture au profit des arts décoratifs et de l'architecture. Là aussi, cette idée d'abandonner cette hiérarchie entre les formes d'expression artistique explique que de très nombreux artistes vont s'intéresser aux arts décoratifs. Les arts décoratifs qui étaient en quelque sorte le parent pauvre, enfin qui étaient négligés par les artistes qui avaient été formés dans les académies les plus prestigieuses d'Europe. Eh bien, ces artistes vont s'intéresser dorénavant aux arts décoratifs. Autre caractéristique qui, là encore, est commune à Vienne, mais également à tous les centres de l'Art Nouveau, c'est l'idée qu'il ne doit plus désormais y avoir d'art destiné uniquement aux riches. On doit véritablement réfléchir à un art pour tous, un art pour les populations, y compris les moins favorisées. D'ailleurs, un article de cette revue parle de l'art comme d'un bien commun à toutes les couches sociales. Là aussi, c'est très important. Donc, la volonté de produire des œuvres qui ne s'adressent plus uniquement, comme par le passé, à une élite sociale et intellectuelle, mais qui doivent être accessibles aux plus humbles, a priori, et ceci dans un but politique très clairement affirmé. On souhaite véritablement, au travers de cette production artistique, améliorer les conditions de vie des plus pauvres. Alors, c'est une idée, là encore, je l'ai dit, qui est très largement partagée partout en Europe. Je ne prendrai finalement peut-être qu'un seul exemple, celui de la France, où Roger Marx va très largement contribuer à diffuser l'idée que l'Art Nouveau est un art social, avant tout, que l'Art Nouveau doit être un art social. Alors, à quoi doit ressembler cet art? Parce que vous voyez, tous les concepts, finalement, toutes les idées que je viens de vous citer sont finalement assez abstraites. En tout cas, elles n'ont pas une forme spécifique. Et c'est une question, là aussi, que se posent finalement certains auteurs de ce premier numéro. Et l'auteur, justement, qui a publié un article qui s'intitule « Mieux vaut tard que jamais », l'auteur plaide en faveur de l'émergence d'un style neuf, libéré des modèles historiques, et il prend notamment il s'appuie pour développer son idée sur les maisons de la Vienne de la fin du XIXe siècle, où, dit-il, on voit dans les différentes pièces se développer tous les styles historiques différents, mais aucun style qui soit propre à l'époque, et évidemment, il le regrette. Alors, vous voyez, il y a ici clairement l'idée selon laquelle les artistes vont devoir se détourner des sources historiques pour donner naissance à des œuvres véritablement nouvelles. Or là aussi, je crois qu'il y a une assez grande contradiction, notamment au regard des très nombreuses références antiques que revendique la sécession. Alors j'en ai déjà évoqué peut-être deux. Le nom du mouvement, sécession, vient de l'Antiquité. Vers Sacrum, c'est aussi
ici effectivement vers l'Antiquité que l'on se tourne, mais on peut penser également à la figure de Pallas Athéna, qui est un symbole pour la sécession, et on peut évidemment penser aux multiples références au vocabulaire classique dans l'architecture produite par Wagner et ses élèves. Alors là encore, cette contradiction apparente, eh bien, on la rencontre un petit peu partout en Europe au même moment. Certes, il s'agit partout de marquer une rupture nette avec l'éclectisme qui était en vogue en cette fin de 19e siècle. Mais on encourage les artistes à se tourner vers l'origine de l'art, vers la nature. C'est la nature qui est considérée comme la source essentielle de toute production artistique. Et finalement, de ce point de vue-là, on retrouve, pour n'en citer qu'un, mais évidemment on aurait pu multiplier les exemples, on retrouve Henri van de Velde qui, en 1894, ne dit absolument pas autre chose dans un texte demeuré célèbre qui s'intitule « Déblaiement d'art », là aussi, le titre de son texte est à lui seul tout un programme, et dans lequel il écrit « L'idée d'emprunter aux plus belles sources d'édification et d'ornementation, de s'inspirer du plus beau monument qui soit, le sol, les arbres, les fleurs, et par-dessus le ciel, n'est qu'un retour à la véritable tradition architecturale. » Il y a, là encore, clairement défini, clairement affirmé, cette opposition qui peut apparaître entre la volonté d'être moderne, d'être nouveau, et puis ces références au passé qui sont effectivement très claires à Vienne. Alors, une des particularités tout de même du mouvement autrichien, c'est cette ouverture qui est clairement affirmée dès l'origine au mouvement de l'avant-garde européenne. Ceci est tout à fait clair, notamment toujours dans ce premier numéro de la revue Versacrum, dans lequel sont listés tous les artistes qui sont les correspondants étrangers de la revue Versacrum. Alors je vais vous en citer quelques-uns, vous allez voir qu'il s'agit là de grands noms de l'époque. Alors il y a notamment Giovanni Boldini, un peintre italien, François Rupert Carabin, qui est à la fois sculpteur et artiste décorateur français, Eugène Carrière, peintre français, Alexandre Charpentier, sculpteur, ébéniste et peintre, lui aussi français, Walter Crane, un artiste anglais qui est l'un des principaux acteurs du mouvement Arts and Crafts, Eugène Grasset, graveur, affichiste et décorateur, français lui aussi, Constantin Meunier, peintre et sculpteur belge, Auguste Rodin, Franz von Stuck, ce peintre que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'un des acteurs très dynamiques de la sécession munichoise. Donc, vous le voyez, des artistes qui viennent de très nombreux et différents pays européens et qui se font connaître par des œuvres dans des domaines variés, peinture, sculpture, art décoratif. J'aurais pu également citer des architectes. Donc, il y a cette volonté de tisser des liens avec l'Europe contemporaine. La couverture du dernier numéro qui est paru en 1898 et que vous avez sous les yeux, le dernier numéro donc de décembre 1898, sa couverture a été confiée à Fernand Knopf, un Belge. C'est assez étonnant de voir que cette revue qui est censée être l'organe de diffusion des artistes autrichiens, eh bien, laisse une place aussi considérable à un artiste belge, preuve effectivement donc de cette très grande ouverture sur l'étranger du mouvement autrichien. Autre preuve, ce sont les expositions organisées par la sécession au sein du pavillon de Joseph Maria Olbrich que je vous montrerai tout à l'heure. Eh bien, ces expositions sont ouvertes évidemment avant tout aux artistes autrichiens qui ont là leur scène naturelle, mais également à tous les artistes de l'avant-garde européenne. Et notamment lors de la 8e exposition qui s'est tenue donc du 3 novembre au 27 décembre 1900,
Eh bien, les artistes de Glasgow, Charles Rennie Mackintosh et son épouse, Margaret MacDonald Mackintosh, ont exposé une pièce avec un décor parfaitement cohérent. Alors, c'est une présentation qui a fait grand bruit à Vienne, en Autriche, parce qu'on a été très étonnés, très intéressés par cet art de Glasgow. Et l'accueil a été tellement enthousiaste que le numéro 23 de la revue Versacrum, qui est paru donc en 1901 cette fois, a été en grande partie conçu par ces artistes écossais. C'est effectivement là aussi tout à fait amusant donc de voir que cet organe est à ce point ouvert sur l'étranger. Alors simplement, pour vous donner un autre exemple et pour vous dire qu'effectivement tout ce qui comptait dans l'avant-garde artistique contemporaine avait droit de citer d'une certaine manière au pavillon de la Sécession. Je vous montre ici une présentation donc d'œuvres d'Auguste Rodin lors de la 9e exposition qui s'est, elle, tenue du 13 janvier au 28 février 1901. Alors, l'influence de la sécession viennoise, donc vous voyez que l'influence étrangère parvient évidemment à Vienne, mais Vienne va également diffuser par-delà ses frontières son esthétique, son idéal. Alors non seulement grâce à la revue qui va être acquise évidemment par tout ce qui compte sur la scène de l'avant-garde européenne, mais également par certains artistes qui vont partir d'Autriche et s'installer ailleurs. Alors c'est notamment le cas de Joseph Maria Ulbricht, dont Eva Maria et Andreas vous reparleront tout à l'heure. Alors Joseph Maria Ulbricht va assez rapidement quitter Vienne. Dès la fin de l'année 1899, en fait, il quitte l'Autriche pour s'installer dans l'Empire allemand et plus spécifiquement à Darmstadt. Il s'installe à Darmstadt à l'invitation en fait du prince Ernst Ludwig de Hesse, qui veut créer dans cette petite ville de Darmstadt une colonie d'artistes. Alors son objectif est en fait tout à fait économique et commercial. Il entend, en attirant des artistes à Darmstadt, dynamiser les industries d'art local. C'est son but ultime lorsqu'il fait appel à ces artistes. Alors, le plus important des 7 premiers artistes que Ernst Ludwig de Hesse parvient à réunir à Darmstadt, c'est sans aucun doute donc Joseph Maria Ulbricht, qui est un des étudiants d'Otto Wagner. Et parmi les bâtiments que Ulbricht réalise à Darmstadt, il faut évidemment mentionner le bâtiment que vous avez ici sous vos yeux. Ce bâtiment qui s'appelle Ernst Ludwig Haus, c'est-à-dire la maison de Ernst Ludwig. Il ne s'agissait pas de la maison d'habitation du prince de Hesse, mais d'un lieu d'exposition et un lieu dans lequel étaient réunis les ateliers des différents artistes réunis par Ernst Ludwig. Alors, c'est un bâtiment évidemment tout à fait essentiel, emblématique de l'art nouveau de Darmstadt. Alors, il faut rappeler que Joseph Maria Ulbricht est l'auteur de ce fameux palais de la Sécession, le palais dans lequel ont eu lieu justement les différentes expositions de la Sécession. Alors, vous remarquerez sans doute qu'il y a une filiation quand même entre l'architecture du pavillon de la Sécession de Vienne et la Ernst Ludwig Haus de Darmstadt. Les deux bâtiments ont en commun leur programme, d'une certaine manière, un lieu d'exposition, ce qui explique évidemment les ressemblances. Et puis alors, quand même, je voudrais vous montrer une autre ressemblance qui, je pense, est tellement flagrante qu'à mon sens, elle ne peut pas être fortuite. Il s'agit ici donc d'un projet d'Otto Wagner pour une galerie d'art moderne, projet donc conçu mais non réalisé entre 1899 et 1900. Et vous avez ici, en bas, je vous ai remis une photographie de la Ernst Ludwig Haus, une photographie ancienne, mais qui nous montre effectivement l'état original du bâtiment.
vous voyez évidemment un jeu de correspondance qui finalement nous montre que en s'installant à Darmstadt, en s'installant en Allemagne, Joseph Maria Olbrich ne renonce pas à l'esthétique qui lui a valu sa célébrité et sa reconnaissance à Vienne. Lorsqu'il s'installe à Darmstadt, Joseph Maria Olbrich ne fait que poursuivre, que continuer l'esthétique qui lui avait valu donc reconnaissance dans sa ville d'origine. Alors cette idée, elle est assez intéressante parce que du coup on peut se dire que c'est un art viennois qui s'installe véritablement en Allemagne et qui va faire école. Ça me semble particulièrement intéressant quand on regarde l'affiche de cette première exposition qui s'est tenue donc à Darmstadt, dans cette colonie d'artistes, première exposition qui a lieu en 1901 et qui a pour titre, vous le voyez, Ein Dokument Deutscher Kunst, ce qui signifie un document d'art allemand. Et là, je crois qu'on peut s'interroger. Donc, l'exposition, elle est destinée à faire la promotion d'un art que l'on souhaite allemand, proprement allemand. Or, je vous rappelle que l'objectif des artistes de la Sécession était aussi de créer un versant autrichien de la modernité. Donc là, on se trouve face à une contradiction qui est aussi assez compliquée, et ce d'autant plus que vous remarquerez que sur l'affiche, voilà. Sur l'affiche, il y a un seul élément figuratif finalement, c'est une simplification, on va dire, enfin une version très graphique de la Ernst Ludwig Haus de Joseph Maria Olbrich. Autant dire que ce que nous dit cette affiche, c'est que cette architecture doit être considérée comme proprement allemande. Alors, vous voyez que effectivement, là, les frontières artistiques sont pour le moins extrêmement floues. On peut s'interroger, s'agit-il d'un échec de l'ambition des sécessionnistes de créer un art purement viennois, ou s'agit-il au contraire d'une exportation, d'un succès international de l'art viennois qui est donc adopté par d'autres nations, comme ce serait le cas vraisemblablement ici. Alors évidemment, dans cette exposition, cette première exposition de 1901, était exposée donc au sein de ce bâtiment, Ernst Ludwig Haus, des œuvres d'art décoratif, mais également les maisons, les bâtiments construits par Joseph Maria Olbrich faisaient partie des choses à visiter. On voulait promouvoir donc autant les arts décoratifs que l'architecture. Alors parmi les bâtiments qui d'ailleurs sont construits tout autour de la Ernst Ludwig Haus, figurent, je vous en ai mis 3 exemples ici qui me semblaient plutôt intéressants. Vous voyez que Olbrich, c'est vraiment l'artiste majeur, l'architecte à qui l'on confie la réalisation des maisons personnelles des différents artistes de Darmstadt. Joseph Maria Olbrich se trouvera d'ailleurs un petit peu en concurrence avec Peter Behrens, qui est le seul artiste de Darmstadt qui construira lui-même sa propre maison, mais Peter Behrens va justement ne pas vouloir entrer en conflit avec Olbrich et très rapidement il quittera Darmstadt. On voit que cette typologie architecturale, la maison individuelle, est tout à fait importante puisque, encore une fois, je vous le rappelle, l'objectif était de montrer que l'art devait pénétrer dans les foyers, l'art devait contribuer à changer, modifier la vie quotidienne, l'architecture de la maison et le cadre dans lequel, effectivement, doit s'exprimer cette idée de manière tout à fait évidente. Alors, cette exposition de 1901, au sein de laquelle étaient présentées toutes ces œuvres, a connu un succès retentissant, non seulement en Allemagne, mais j'allais dire à l'échelle européenne. Il y a de très nombreux artistes, jeunes artistes européens qui ont visité cette exposition.
notamment, pour n'en citer qu'un, Le Corbusier. Le Corbusier a visité l'exposition qui ne lui a pas laissé un souvenir impérissable. Il a été très critique vis-à-vis de ce qu'il a vu. Mais évidemment, on peut légitimement penser que les artistes de l'Empire allemand ont été, eux, particulièrement sensibles à ce qu'ils ont vu. Et vous m'excuserez, vous avez entendu que j'étais maître de conférence à Strasbourg, donc je vais vous parler un tout petit peu de Strasbourg, puisque Strasbourg était une ville de l'Empire à cette époque-là, hein, depuis l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine suite à la guerre de 1870. Strasbourg était la capitale du Reichsland d'Elsace-Lothringen, intégré donc au Reich allemand, et à Strasbourg va se développer effectivement un art nouveau, et c'est d'ailleurs assez amusant de voir que selon l'origine nationale des artistes, eh bien ils sont plus ou moins sensibles à des tendances soit allemandes, soit françaises. Alors je vais vous parler uniquement ici des tendances vues à Darmstadt, avec une agence d'architecture qui est composée donc de deux personnes, Franz Lütke et Heinrich Bacchus, qui sont deux architectes associés entre 1899 et 1906, et à qui l'on doit un certain nombre des œuvres Art Nouveau les plus intéressantes de Strasbourg. Visiblement, alors malheureusement, aucune documentation ne nous permet de l'affirmer, d'être assuré de ce fait, mais visiblement, ils sont allés à Darmstadt, ils ont vu les œuvres d'Olbrich, ou en tout cas, ils les ont vues, ils en ont eu connaissance grâce à la presse contemporaine. Et je voudrais alors déjà vous montrer cette ville-là, alors dont la volumétrie peut en soi déjà évoquer certains exemples d'Olbrich, mais peut-être ce qui est plus convaincant, ce sont les détails du second œuvre, les ornements, qui est un domaine dans lequel Joseph Maria Olbrich était passé maître. C'était d'ailleurs pour ses talents dans l'invention d'ornements qu'il avait été repéré par Otto Wagner. Alors, vous avez donc à gauche un détail de la porte d'entrée de la villa que je viens de vous montrer, et puis à droite, deux détails d'une des portes d'entrée d'une des maisons d'Olbrich à Darmstadt. Je pense effectivement que dans le traitement graphique des éléments végétaux, il y a quelque chose qui, là encore, est trop évident pour être fortuit. Une deuxième œuvre des deux mêmes architectes, vraisemblablement, c'est, encore une fois, ce sont les inventions dans le domaine des ornements qui ont surtout attirer le regard de ces architectes. Alors à l'extérieur, effectivement, on a peut-être du mal à voir l'influence de Darmstadt, quoique le jeu sur les pignons est un jeu tout à fait récurrent dans l'architecture d'Olbrich. Mais là encore, c'est dans le détail de la porte d'entrée que on reconnaît sans aucun doute quelque chose qui nous vient directement d'Olbrich. Ce qui est intéressant et qui, là encore, nous permet de faire un parallèle avec les autres centres de production de l'Art Nouveau, c'est le caractère éphémère de la sécession viennoise. C'est un mouvement qui donc prend naissance en 1897 et qui, dès 1903, connaît des dissensions entre ses membres fondateurs qui conduisent certains à s'émanciper de la sécession. C'est notamment le cas de Joseph Hoffmann et de Koloman Moser, qui dès 1903 crée le Wiener Werkstätte. Vous voyez un mouvement extrêmement éphémère, et là encore on peut faire le parallèle avec ce qui se passe ailleurs en Europe. On a coutume de dire que l'Art Nouveau naît en 1893 à Bruxelles avec la création de l'hôtel Tassel par Victor Horta, et qu'en 1902, avec l'exposition des arts décoratifs modernes de Turin, eh bien, se font jour des tendances nouvelles qui relèguent finalement dans le passé
l'Art nouveau. Donc on a ici quelque chose qui est encore une fois tout à fait dans le contexte européen. Et alors ce qui me semble intéressant, et c'est la raison pour laquelle je vous ai fait figurer cette longue citation ici à l'écran, qui provient, vous le voyez, d'un article qui est consacré à exposer les objectifs de l'atelier viennois, le Wiener Werkstätte, et de ses deux principaux acteurs, Joseph Hoffmann et Koloman Moser. Et vous le voyez, je me concentrerai peut-être surtout sur le centre de la citation. Ils nous disent « Mieux vaut passer 10 jours sur un objet que fabriquer 10 objets en un jour ». Telle est la devise significative de l'atelier. Cela me semble important parce que, du coup, on voit que en créant le Wiener Werkstätte et en prenant quelque part leur indépendance vis-à-vis de la sécession, Koloman Moser et Joseph Hoffmann se détournent de l'ambition d'art social qui était clairement affirmée dans le premier numéro de 1897 de Versacrum. Évidemment, quand on réfléchit, quand on pense à concevoir une seule œuvre en 10 jours, c'est dire évidemment que cette œuvre va être extrêmement chère et que, évidemment, les populations défavorisées ne pourront pas se l'offrir. On se détourne de ce versant social. Il n'empêche, il y a une véritable continuité entre le Wiener Werkstätte et la sécession. Ce qui est une des caractéristiques qui est conservée, c'est cette idée d'œuvre d'art totale, Gesamtkunstwerk, cette idée que architecture et décor doivent fonctionner de manière parfaitement cohérente pour donner une œuvre globale. Et le Wiener Werkstätte donnera une œuvre tout à fait exceptionnelle. Il y en a d'autres, mais celle-là est celle qui peut-être va faire le plus grand bruit. C'est ce fameux palais Stokely qui a été réalisé donc à Bruxelles pour un industriel. Palais évidemment absolument magnifique dont va vous reparler dans un instant Eva Maria Oroz, et vous verrez notamment le décor intérieur. Il s'agit effectivement d'une véritable œuvre d'art total. L'architecture extérieure étant due à Joseph Hoffmann. Cette œuvre me semble particulièrement intéressante parce que elle nous montre d'une certaine manière comment les idées viennoises se diffusent plus ou moins lentement ou plus ou moins rapidement à l'échelle européenne. Je vous ai dit, il y a une vraie continuité entre la sécession et le Wiener Werkstätte. Nous avons ici donc une œuvre du Wiener Werkstätte élevée à Bruxelles, en dehors des frontières autrichiennes. Bâtiment donc qui a été achevé en 1911 et dont la presse française se fait véritablement l'écho seulement en 1924, c'est-à-dire 13 ans après l'achèvement des travaux. C'est un petit peu étonnant parce que quand même, on peut se dire qu'en 1924, un bâtiment qui a été construit 13 ans auparavant n'est plus à la pointe de la modernité. Et pourtant, cet article qui paraît dans la revue française L'Architecte est tout à fait élogieux quant à ce palais. Et je voudrais laisser parler l'auteur de cet article. Je le cite. Le palais Stokely à Bruxelles, œuvre du professeur Joseph Hoffmann, est la première construction moderne réalisée. On peut, dans ces grandes lignes, diviser en 3 les grandes manifestations de l'architecture européenne. Premièrement, l'architecture classique, la Grèce, Rome, la Renaissance, le XVIIe et le XVIIIe siècle. Énorme paquet. Deuxièmement, l'architecture gothique. Troisièmement, l'architecture moderne. L'auteur poursuit, sans établir aucune comparaison, 3 sommets de ces différentes périodes apparaissent. Pour la période classique, le Parthénon. Pour la période gothique, la cathédrale de Chartres. Pour la période moderne, le palais Stokely. Évidemment, l'auteur poursuit, évidemment, l'architecture moderne n'a pas dit son dernier mot. Elle est en pleine période de production. Des monuments seront édifiés. Il existe une pléiade d'architectes ne se contentant pas de plagier un chef-d'œuvre du passé. Un style nouveau, logique, sain, se dessine et s'affirme
au travers du Palais Stoclet. Vous voyez à quel point le Palais Stoclet devient une œuvre absolument emblématique, incontournable aux yeux de cet auteur. Cet auteur qui est resté longtemps anonyme, eh bien, on a découvert son identité récemment. Il s'agit de Robert Mallet-Stevens, qui effectivement sera l'un des acteurs, on va dire, si ce n'est de la modernité architecturale, du moins peut-être de l'Art déco. Vous voyez que cette œuvre, qui est une référence effectivement, hein, et toute la production des ateliers viennois est une référence pour les artistes français de l'Art déco. Nous avons ici une lignée qui se fait jour et qui me semble être tout à fait évidente. Et j'espère, en tout cas c'était mon ambition à travers mon propos, vous avoir montré que l'Art nouveau, par-delà toute considération esthétique, et je crois que c'est particulièrement clair quand on parle de ce qui se passe à Vienne autour de 1900, est un jalon extrêmement important pour comprendre la modernité qui s'est développée en Europe de l'Ouest dans les premières décennies du XXe siècle. Je vous remercie et donc je passe la parole à Eva Maria. Schönen guten Abend noch einmal. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de parler devant vous et je remercie la Cité de l'Architecture pour cette invitation à cette conférence. Le Palais Stoclet à Bruxelles fut construit entre 1905 et 1911 par Joseph Hoffmann. Nous venons d'entendre parler. Il fut conçu par Joseph Hoffmann avec ses collègues artistes et par la Wiener Werkstätte. C'est probablement l'œuvre d'art totale la plus connue de la modernité précoce viennoise. La frise mosaïque de la salle à manger représente un sommet de la période dorée de Gustav Klimt. Et on trouve dans cette architecture impressionnante une caractéristique spécifique de l'art nouveau à l'autrichienne. Je parlerai principalement du phénomène international de l'œuvre d'art totale au début du XXe siècle. Avec quelques exemples choisis, j'aimerais montrer la trajectoire que Vienne a suivie entre l'art nouveau floral et avec la sécession jusqu'à une construction de la nature du Palais Stoclet. L'œuvre d'art totale, c'est un concept qui a beaucoup marqué Richard Wagner en 1849. Il s'agissait de trouver un moyen pour lui de renouveler la musique dramatique allemande. Une musique dramatique qui aurait pris en compte tous les aspects de l'art et où tous les genres artistiques auraient servi un but et un objectif commun. En 1900, quand on parle d'œuvre d'art total, il ne s'agit pas que de l'articulation entre les différents genres d'art pour former un ensemble harmonieux. Non, il s'agit davantage d'une connexion au réel et de faire un ensemble harmonieux. L'art réclamait alors d'être une promesse de salut en soi. Une idée centrale était de relier l'art et la vie, de faire fusionner ces deux aspects afin de renouveler la vie à partir de l'art. Il s'agissait de former le caractère de l'homme, de créer un nouvel homme. Voilà qui constituait un enjeu à la fois esthétique et éthique de ce projet d'œuvre d'art totale. Par conséquent, les arts décoratifs appliqués ainsi que le design intérieur furent particulièrement importants. En effet, les objets du quotidien furent tous pensés de manière artistique. Parallèlement à cela, la hiérarchie entre les arts visuels, les beaux-arts et les arts appliqués fut revisitée, fut revue. Vous venez d'en parler, chers collègues. La sécession viennoise fut fondée en avril 1897 et on postula ainsi que l'art et l'artisanat d'art avaient la même valeur. On a déjà parlé de Versacrum. Versacrum postulait ainsi: nous ne reconnaissons aucune différence entre l'art supérieur et l'art inférieur, entre l'art pour les fortunés et l'art pour les indigents. L'art est un bien commun.
Et c'est ce qui fut valable pendant plusieurs années. Otto Wagner dit dans sa deuxième édition de la publication Architecture moderne en 1898, au chapitre 2, la pratique artistique, je cite, « Il peut et il doit arriver un moment où rien ne soit perceptible par l'œil qui n'ait d'abord reçu l'onction artistique. » À quoi ressemblait l'intérieur moderne à l'origine, à Vienne, tel qu'il était connu à l'époque du grand public? Je commence avec le travail de deux artistes qu'on ne connaît pas nécessairement et qu'on ne doit pas connaître. Donc, à la veille de la sécession viennoise, donc on trouve ces deux artistes, Joseph Urban, un architecte, et le graphiste Heinrich Leffler. Donc Urban, c'est celui qui est un peu plus fort. Il n'est pas si présent que cela à Vienne, puisqu'il a quitté rapidement Vienne en 1911. Il est parti pour l'Amérique. Et en Amérique, il est devenu chef d'agencement du Metropolitan Opera, donc l'opéra Le Met. Et dans les années 1890, il fait partie du plus important cercle artistique à Vienne, ce qu'on appelait le club Siebener. Club qui comptait, outre Joseph Hoffmann, Koloman Moser, Joseph Maria Olbrich et parfois Otto Wagner. Urban menait une vie à la fois dissolue et luxueuse. Donc c'est ce qu'on voit parce qu'il est un peu plus fort. Il fut le seul du cercle à ne pas intégrer la sécession. Donc le seul du Siebener Club. En 1900, il fut l'un des membres fondateurs d'une autre association artistique qui marqua fortement les prémices de la modernité viennoise, même si sa conception artistique était moins avant-gardiste que celle de la sécession. Avant que la sécession n'organise des expositions, le Tout Vienne visita en 1897, à l'hiver 1897, ce qu'est aujourd'hui le musée d'art appliqué, sous la direction de son nouveau directeur, qui organisait alors une exposition d'ameublement contemporain. On y voyait alors un intérieur de Joseph Urban, avec la participation de l'autre artiste que je viens de présenter. Cette Leffler-Zimmer fut très remarquée à Vienne, et on en parla pendant plusieurs semaines à Vienne. Donc c'est une chambre pour dames. C'était, je cite le grand critique d'art Adolf Loos, c'était le premier élan de la modernité dans le domaine des arts appliqués et de l'intérieur. Le duo aménagea une pièce vert clair et rouge, sans la présence toutefois de copies historiques stylisées. Chaque objet, les rideaux que l'on voit à gauche, les tapis, les différentes étoffes, furent tous conçus dans une nouvelle forme. Les verres multicolores à droite, les meubles fonctionnels étaient tous conçus de manière originale. Les ornements décoratifs sur les boiseries, à cet endroit par exemple, et les textiles contiennent des abstractions végétales qui sont tout à fait caractéristiques de l'art nouveau à ligne courbe. Les photographies montrent que le nouveau se nourrit de différentes sources d'inspiration. Donc, ce paravent représente des motifs asiatiques, asymétriques de l'art nouveau d'Europe occidentale. C'est une forme tout à fait atypique d'assemblage. Cette Leffler-Zimmer, dont nous venons de parler, fut très remarquée à Vienne et fut portée au nu par les nouveaux, tandis qu'elle fut méprisée par les anciens. Les deux artistes reçurent en 1898 une mission prestigieuse, celle d'équiper un restaurant dans la mairie de Vienne. Le bâtiment était néo-gothique. Il s'agissait alors de concevoir
un nouvel intérieur avec une décoration moderne, une décoration moderne d'inspiration médiévale, où on voit une inspiration française via Eugène Grasset et Eugène Viollet-le-Duc. Donc inspiration d'origine médiévale qui correspond à une nouvelle forme d'expression de l'art nouveau, ce qui est relativement atypique pour l'art nouveau viennois, mais c'est un motif que l'on retrouvera parfois dans l'œuvre de Joseph Urban. Dans d'autres espaces du restaurant, on trouve des motifs de la sécession avec des échos de la période Biedermeier et sa décoration qu'on dirait cosy, douce. La peinture montre un couple viennois dansant dans un costume Biedermeier. Le portrait est celui de Joseph Lahner, un compositeur de valse. On voit aussi des boiseries circulaires, des guirlandes et des couronnes qui constituent une synthèse entre un courant artistique moderne et une tradition viennoise à l'ancienne, et qui a toujours été très important pour la ville de Vienne. Bien que l'originalité n'atteigne pas celui de l'avant-garde des sécessionnistes, l'effet sur le public est considérable. En effet, cette commande prestigieuse de la municipalité viennoise ne fut pas confiée à des artistes conservateurs, mais bien à des progressistes. Le restaurant était très fréquenté et a constitué, autour d'un verre et d'une bonne conversation, si vous voulez, à la reconnaissance d'un printemps artistique par la population viennoise. Donc, ça a davantage contribué à la reconnaissance de l'art qu'un musée d'art contemporain, selon le critique d'art Ludwig Hevesy. L'influence de l'art nouveau français et belge dans les années 1897-1900 à Vienne se nourrit de différentes origines. On se penchait alors attentivement sur les publications illustrées du développement donc les publications illustrées du développement international de l'art, qui étaient disponibles à l'international et qui participaient à sa diffusion. Naturellement, les séjours à l'étranger des artistes furent extrêmement importants. Je vous donnerai dans un instant deux exemples. Donc le sculpteur Gustav Goschner, 1873-1970, qui a étudié à partir de 1888 à l'école d'art décoratif de Vienne, et qui se rendit en 1897 à Paris. Il fut en contact avec l'Art Nouveau à Paris et fit partie du cercle artistique d'Alexandre Charpentier, qui l'encouragea à se consacrer à la conception d'objets du quotidien et de sculptures miniatures. De retour à Vienne, en décembre 1898, il présenta ses œuvres à la Sécession, dans le cadre de la Sécession, et rencontra un certain succès avec ses lanternes électriques en forme de femme, tel que vous pouvez le voir, mais également avec un heurtoir qui furent repris dans les publications internationales. Donc des candélabres, des chandeliers qui sont relativement atypiques pour Vienne. Des poignées de porte, courbées, et de la marqueterie pour des meubles. Parallèlement à cela, on trouve également des liens commerciaux entre les deux capitales, Paris et Vienne, qui ont permis un échange artistique direct et intense. Quelques exemples. Tout d'abord, le céramiste Goldscheider. Il avait fondé une entreprise à Vienne et s'installa en 1891 à Paris. Il fit concevoir par des sculpteurs français un certain nombre de projets et fit connaître des statues françaises et des objets du quotidien français sur le marché viennois. J'aimerais dire ici que des produits
autrichiens furent vendus à Paris. Cela étant, on gommait l'origine allemande des noms en traduisant les noms allemands en français afin d'éviter la germanophobie des Français de l'époque. Donc le vase Orpheus à gauche de 1898-1899 d'Adolphe Jean Lavergne, ou bien le vase, un vase représentant un enfant et qui regarde, qui représente un enfant, une libellule et un crapaud. J'en viens maintenant aux positions des grands artistes sécessionnistes. Joseph Maria Olbrich, nous avons déjà entendu parler de lui aujourd'hui, était chef dessinateur à l'atelier d'Otto Wagner, chef de bureau, une tête extrêmement créative qui a participé à de très nombreux projets des années 1890. Architecte d'un certain nombre de bâtiments sécession, il reçut à l'été 1898 une commande d'un industriel, Max Friedmann. Ce fut sa première grosse commande à Vienne. Sa mission était de rénover une villa qui était pensée à la base en style historiciste. Il devait donc la modifier pour la constituer en style sécession. Pour l'intérieur, il avait carte blanche complète et a pu choisir jusqu'au plus petit objet. Sa première œuvre d'art totale fut publiée dès sa conception, l'intérieur et l'extérieur, et devint une attraction pour les amateurs d'art. Je vous donne un autre exemple. Exemple d'une pièce de la Villa Friedmann, la chambre à coucher en l'occurrence. Pièce avec laquelle il est en rupture avec toutes les représentations traditionnelles de la chambre au XIXe siècle. On trouve un certain nombre de traces de l'art nouveau floral. Les limites de la pièce sont comme dissoute dans la peinture d'un bois de bouleau qui donne l'illusion d'un lieu individuel et idéal. Les arbres et les fleurs envahissent les murs et également le mobilier violet qu'on trouve dans cette pièce. La comparaison entre la chambre à coucher de Olbrich et de Wagner est particulièrement éclairante. C'est une pièce que l'on peut voir à l'exposition, à la Cité de l'Architecture. La comparaison montre les originalités individuelles de ces artistes. Et ces originalités étaient particulièrement importantes autour de 1900. Elles faisaient partie des arguments contre l'historicisme, puisque les formes de l'historicisme étaient considérées comme très apersonnelles. C'est dans cet esprit qu'on justifiait alors le génie artistique et qu'on légitimait l'art moderne. Chez Wagner, la pièce s'ouvre sur la nature, en l'occurrence sur une cerisier. Il y a ici l'illusion d'une nature artistiquement maîtrisée. Wagner ne tombe pas dans un monde imaginaire merveilleux comme Olbrich, qui nous transporte dans un monde merveilleux. Wagner est beaucoup plus rationnel, c'est un classique, tandis que chez Olbrich, on trouve un plaisir à décorer et une illusion artistique. Il aménagea l'ensemble de cette villa, les bordures sur les bordures sur les murs, les différentes frises, un exemple d'un pot à feu mural, une théière, un porte-allumettes, un cendrier, une petite crédence,
tout à fait dans l'esprit du mouvement Arts and Crafts. Donc on mettait l'accent sur des créations artisanales uniques afin aussi de mettre en avant les artisans. On n'achetait rien dans le commerce. Tout était une création unique artisanale issue d'une collection. Joseph Maria Olbrich est également un collaborateur de Wagner, c'est un fondateur de la sécession. Il quitte à Vienne en 1899 et joua un rôle déterminant dans le rôle des arts appliqués et a initié ensuite un changement formel de trajectoire. Donc Joseph Hoffmann est ici dans un fauteuil qu'il a conçu pour son collègue Koloman Moser. Les travaux précoces de Hoffmann s'enracinent dans le décorativisme sécessionniste, orienté fortement selon les conceptions qui s'inspire fortement de l'Europe occidentale. Mais ces conceptions d'exposition et la ciergerie au centre de Vienne montrent qu'il institue des arcs de cercles segmentés et ornés en tant qu'élément structurant de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Le portail dehors montre un arc floral en fer et témoigne de l'inspiration de l'influence de l'art nouveau belge, ce qu'on retrouve également plus tard dans les stations de métro d'Hector Guimard en France. À l'intérieur, on trouve des arceaux qui relient les murs et les piliers centraux afin de mettre en avant un fort dynamisme et l'ensemble de la décoration. En 1899, Hoffmann devient professeur à l'école d'art appliqué viennoise et marque fortement alors la création artistique de son époque. Deux exemples de Paris. Donc, à l'exposition universelle de Paris en 1900, on constate déjà que Hoffmann met l'accent sur la tectonique, sur le fait de montrer les supports et les charges, et qu'il s'éloigne peu à peu du sécessionnisme curvilinéaire. C'est un développement que Hoffmann poursuivra à Vienne. La pièce de l'école d'art appliqué que vous voyez à gauche représente un bosquet des muses et représente un certain nombre de motifs. J'ai été un peu trop vite. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Représente un certain nombre de motifs végétaux, géométriques et abstraits. Tandis que sur l'autre image, on voit une absence totale d'ornement, sauf à l'exception de la petite rambarde que l'on voit en bas à droite. À Vienne, rapidement, avant 1900, le style sécession devient une mode. Malgré les protestations des sécessionnistes, leur art est copié et standardisé, probablement à cause de leur goût pour les ornements. Et dans un certain nombre d'exemples choisis, on voit que les ornements sont plus qu'une simple décoration. Les ornements passent d'une forme d'accompagnement de l'architecture à un concept en soi. Les sécessionnistes développèrent par ressenti et originalité un certain nombre d'ornements qui furent ensuite repris par d'autres artistes et par des industriels. Leurs ornements et la décoration de la sécession furent copiés de manière machinale et appliqués sans grand goût. La critique artistique commence à l'époque à parler de la fausse sécession. Je cite, « Tout l'être de la sécession devient une simple manière, une simple mode. » Un exemple, donc un café viennois qui n'existe plus aujourd'hui. Ce bar qui n'aurait sûrement pas plu aux sécessionnistes.
Cette vitrine est de Joseph Hoffmann. Elle marque un tournant chez Hoffmann, puisqu'avec elle, il s'oppose aux formes de meubles courbés de sa période précoce et également à Henri van den Velde. Hoffmann demande une sincérité dans la forme, sincérité qu'il exprime avec des esquisses rectilignes et fonctionnelles. Pour exprimer sa pensée, si un meuble est rond, alors il doit être fait en bois courbé. Faire du bois, faire des meubles avec du bois ne suffit pas, il faut également modifier sa nature pour le courber. En 1903, Hoffmann fonde avec Koloman Moser et l'industriel Fritz Werndorfer ce qu'on appelle la Wiener Werkstätte. Nous en avons déjà entendu parler. Le modèle en est le mouvement Arts and Crafts anglais et la Guild of Handicraft de Charles Robert Ashbys. La Wiener Werkstätte aimerait faire pièce à la production industrielle anonyme avec des pièces artisanales à vocation artistique. Ces ambitions sont réformatrices et résolument universelles. L'enjeu en est une sublimation de tous les domaines de la vie courante et un redéveloppement, une reconception des objets de la vie courante, avec une exigence de modernité. Il s'agit donc d'une esthétisation totale de l'ensemble des domaines de la vie. La palette de produits allait de la construction de maisons tout entières, avec l'ensemble de leurs équipements, jusqu'à des objets du quotidien en métal, en verre, en céramique et en tissu. On aimait alors les produits de bonne qualité, au prix bien sûr correspondant, comme nous venons de l'entendre. Puisque, comme le disait la Wiener Werkstätte, qui était extrêmement réformiste, le bas de gamme se fait aux dépens de l'ouvrier, tandis que l'ouvrier doit trouver du plaisir dans son travail et avoir une existence digne. Voilà un certain nombre de formes géométriques qui sont typiques des débuts de la Wiener Werkstätte. La reconnaissance de l'artisan est exprimée par les monogrammes que Hoffmann dessine pour eux. Il s'agit de mettre en avant l'origine artisanale des différents produits. Les artisans et les artistes devaient travailler côte à côte et sur un pied d'égalité. Les objectifs de cette entreprise élitiste furent très ambitieux. Elle compta jusqu'à 100 employés et fit d'importants efforts dans la production. Le succès commercial, cependant, ne fut pas au rendez-vous. Les crises et une concurrence féroce fut, dès le départ de cette entreprise, son lot quotidien. Elle reposait entièrement sur le mécénat. Et c'est en 1932 qu'on mit définitivement fin à la production. Un portrait d'Emilie Flügge, la compagne de Gustav Klimt. Elle porte ici ce qu'on appelle une réforme Kleid. J'en parlerai dans un instant. Elle fonda avec ses sœurs en 1904 un salon de haute couture. Le salon de haute couture aux sœurs Flügge fut l'un des premiers intérieurs que les Wiener Werkstätte conçut avec l'idée de l'œuvre d'art totale. Le peintre Kolo Moser conçut l'entrée avec de hautes boiseries blanches laquées et des vitrines et des miroirs intégrés. À droite, on voit le vestiaire. Emilie Flügge se rendait chaque année à Paris afin de s'informer sur les tendances de la mode féminine et de les ramener à Vienne.
Parallèlement à cela, des tenues d'artistes furent également en vente. Le salon faisait ainsi la publicité de la réforme Kleid, dont l'idée était de libérer les femmes du carcan du corset et mettait en avant la liberté de se mouvoir confortablement avec des coupes amples et des étoffes souples. Le salon de haute couture se positionnait ainsi sur la ligne de l'avant-garde dans le cadre des efforts internationaux de réforme visant à libérer les femmes à partir des années 1860, à libérer les femmes des corsets pour des raisons médicales. Le salon de haute couture se veut, dès son ouverture en 1904, la vitrine de mode de l'avant-garde. En 1904, elle publie des dessins de ses premières réformes Kleider. Ici, on met également en avant la qualité artisanale des produits vendus et la conception juste et la confection inventive du travail artistique. Emilie Flügge fut elle-même le mannequin dans son salon de haute couture pour les réformes Kleider. Parmi ses clientes, on compte un certain nombre de femmes qui furent peintes par Klimt. Et au salon, on trouve également un certain nombre furent vendus des bijoux, des broches, des boucles de ceinture, mais également des épingles à chapeau. Donc c'est ce qu'on voit à droite. Autant de production de la Wiener Werkstätte. Donc ici, on a véritablement une fusion de l'espace en lui-même et du projet de mode qui est porté. Un projet tardif de l'œuvre d'art totale à Vienne et le cabaret Fledermaus, Chauve-souris, qui ouvrit en hiver 1907, donc un lieu souterrain, à peu près grand comme cette salle, 400 mètres carrés. Il s'agissait d'un projet de la Wiener Werkstätte. Le commanditaire était le fondateur et le financeur principal de la Wiener Werkstätte lui-même, Fritz Werndorfer. Et dans un premier temps, il fut le directeur du dit cabaret. Joseph Hoffmann aménagea le local et fit décorer le bar et les murs avec des carreaux chatoyants, tandis que par terre, il y avait un carrelage tout simple noir et blanc. Ici, un détail de ce qu'on voyait sur les murs avec des carreaux, donc un environnement chatoyant, tandis que dans la salle, qui avait 2 étages, il y avait une ambiance beaucoup plus simple. Bien entendu, tous les visuels du cabaret Fledermaus étaient conçus par des artistes de la Wiener Werkstätte. Donc les menus, les programmes, l'ensemble de la vaisselle et les meubles en bois courbés. Donc tout cela résulte du travail des artistes de la Wiener Werkstätte. Bien sûr, la programmation faisait également partie de l'œuvre totale. Donc théâtre où on pouvait voir l'avant-garde du théâtre et de la danse sur scène. Donc le monde de la danse créatif y était dans l'ensemble bienvenu. En 1908, c'est là que se lancèrent les sœurs Wiesenthal. On peut y voir alors pour la première fois l'émotionnalité de la danse libre. Danse libre où la représentation scénique musicale exprime le ressenti intime. Ici, une publicité faite par Hoffmann. Les aménagements intérieurs et les costumes, ainsi que les décors, ainsi que la mise en scène, sont également produits par les artistes de la Wiener Werkstätte. En l'occurrence, principalement par un seul artiste de la Wiener Werkstätte. Donc on voit une extension du domaine des artistes du travail des artistes de la Wiener Werkstätte au théâtre, ce qui met en avant le rôle universel de l'artiste. Donc l'équipement, la mise en scène, le programme et les contenus étaient uniformes au cabaret et impliquaient naturellement le public. Les arts appliqués et les arts figuratifs devaient sembler directement passer dans la réalité.
Donc ce qui a lieu sur scène peut sembler directement se passer dans la vie réelle. En effet, le théâtre était petit et intime. L'objectif était de créer une nouvelle culture du divertissement, de montrer une gaieté fraîche. On voulait satisfaire les besoins raffinés, tel était le projet, et en général, faire naître un sentiment de légèreté festive et chaleureuse. Je m'approche de ma conclusion. Je crois que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti. L'œuvre totale en 1900 était un projet réformateur qui visait à rendre réel le rêve d'une modernité heureuse. On peut citer ici, pour illustrer, l'idéal artistique défini par les artistes eux-mêmes, formulé par Otto Wagner dans la revue Architecture moderne. Je cite: « Le premier des prérequis du succès de la création architecturale est d'identifier correctement les besoins de l'humanité. L'architecte a donc ici la responsabilité, la grande responsabilité de marquer la société. Il ne faut pas oublier, quand on parle d'œuvres d'art totales, il ne faut pas oublier qu'à Vienne, il y avait un certain nombre des contempteurs féroces, qu'il y avait à Vienne des contempteurs féroces de la sécession et des œuvres d'art totales. Et des ennemis, qu'il y avait aussi un certain nombre d'ennemis de la Wiener Werkstätte. On pense ici à la personne d'Adolf Loos, qui a passé 3 ans, qui après un séjour de 3 ans en 1896, est rentré à Vienne, séjour en Amérique. Donc il a ramené ses conceptions culturelles à Vienne, qui étaient incompatibles avec l'idée même d'œuvre d'art totale. Loos faisait une différence fondamentale entre l'artisanat et l'art, et il refusait formellement l'idée que les artistes puissent concevoir des objets du quotidien. Il était d'avis que l'artisanat, au fur et à mesure, au cours de l'histoire, avait trouvé des formes qui étaient valables. En outre, il imaginait que l'artisan, dans un lien inconscient avec son consommateur, confectionnait des objets du quotidien de bonne qualité avec une sorte d'instinct spontané et naturel, et qui était donc adapté à la modernité. Par conséquent, Adolf Loos était un adversaire féroce de l'aménagement de logements par des artistes, et il encourageait les individus, chacun d'entre nous si vous voulez, à s'approprier et à aménager lui-même son intérieur. Il disait, je cite, « Vous avez toujours raison quant à ce qui se passe à l'intérieur de vos 4 murs, et personne d'autre. » Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour la gentille invitation et la possibilité de parler ici sur l'architecture viennoise. Et permettez-moi de continuer mon exposé en allemand. Je suis sûr que c'est meilleur pour vous et pour moi aussi. Enveloppe et noyau sur l'architecture du début de la modernité à Vienne. Lorsque l'on apprit en été 1899 que le pavillon autrichien de l'exposition universelle de Paris de 1900 devait être construit dans un style baroque, les architectes progressistes de Vienne ont émis à haute voix des critiques. Un style historique, selon une lettre du club d'architectes de la Maison des artistes de Vienne au ministre du Commerce, initié par Otto Wagner, ce n'était absolument pas adapté pour exprimer le potentiel artistique de l'architecture autrichienne. Le ministre a toutefois réagi et s'exprime à la direction de l'exposition de Paris, qui avait résolument exigé ce que l'on appelle un style notoire,
pour les différents pavillons. Et c'est ainsi que le pavillon autrichien prit la forme d'un château baroque avec de nombreuses références à de célèbres bâtiments viennois du XVIIIe siècle. Le style baroque s'était répandu depuis les années 1880 comme une sorte de style impérial autrichien dont le caractère impérial et en même temps au caractère supranational promettait d'exprimer au mieux la constitution compliquée de l'État multiethnique uni sous la domination des Habsbourg. Aux yeux d'Otto Wagner, une occasion unique avait ainsi été manquée. Avec un pavillon résolument moderne qui n'aurait eu aucun écho au style historique, l'Autriche serait apparue aux yeux du monde comme le centre de l'architecture moderne. La maison autrichienne, conçue par l'architecte Ludwig Baumann, qui a fait ses preuves dans le monde des expositions, faisait partie d'une série impressionnante de bâtiments exposés au Quai d'Orsay, offrant un aperçu fascinant et peut-être bizarre du point de vue actuel de l'histoire de l'architecture mondiale. Mais derrière le baroque, la modernité attendait son heure. Quand on traversait le pathétique escalier du pavillon, on arrivait au salon de la cour. Conçu donc comme la salle de réception principale de la cour impériale, créée par Max Fabiani, un collègue de Wagner. Ici, le baroque ne règne plus, mais s'exprime là le modernisme viennois sous influence belge, anglaise et française. La proximité du baroque et du moderne n'est pas, comme on le verra, due au hasard. Les différentes présentations autrichiennes dans les différentes sections de l'exposition ont également été influencées par la modernité. Par exemple, la section dite ingénierie, mise donc en place par Otto Wagner, ainsi que la présentation des jardins de la cour impériale, mais aussi de la crypte de l'église impériale. Et la manière dont la typologie des églises à coupole baroque se lie au langage formel moderne dans ce projet met une fois de plus en évidence les liens étroits entre le baroque et le moderne, la modernité. Le baroque modernisé a notamment influencé la monumentale allégorie de la philosophie de Gustav Klimt, qui a reçu une médaille d'or à l'exposition universelle de 1900. Le matériel publicitaire mais en rejetant avec le baroque, le matériel publicitaire, l'affiche et le guide officiel conçu par l'Autrichien en exil d'Alphonse Mucha montrent à quel point la direction de l'exposition autrichienne dans son ensemble se sent engagée dans la modernité. Donc on rejette le baroque et Otto Wagner nie également dans une certaine mesure ses propres racines. En 1889, il avait écrit que le style baroque domestique contenait le germe du style futur. Son palais de ville de Vienne, le Stadtpalais de Vienne, datant de cette époque, montre la tentative de développer un langage architectural contemporain à partir du baroque, pour lequel Wagner ne se souciait nullement de copier exactement, mais plutôt de s'inspirer du langage formel du baroque et d'une certaine attitude artistique de base, des principes dits de conception. Dans ce domaine, ici, le mur lisse, orné par des motifs en stuc et filigranés, comme vous le voyez ici dans la partie supérieure, qui soutient ici le mur lisse. Ici, cela nous mène vers une certaine abstraction telle qu'elle est exprimée dans la modernité de Vienne et qu'elle est d'ailleurs renforcée plus tard avec Joseph Hoffmann et Adolf Loos. La façade, construite en plusieurs couches à différents étages, est recouverte d'un relief chatoyant. On dit qu'il y a ici une différence, en fait, avec l'art de construire à Paris, par exemple, et devait maintenant prévaloir sur le style à Vienne.
Vienne manquait cruellement de carrière et donc il n'y avait pas de pierre, il y avait un amour pour le plâtre et pour l'enduit à base de plâtre qui avait été développé et affiné au cours des années. La plus grande partie, la plus grande salle à l'intérieur du palais est ornée d'un escalier avec ici une rampe en fer forgé. C'est souvent l'endroit, le hall d'entrée, la cage d'escalier où l'ornement a le droit vraiment de prendre toute l'ampleur possible et imaginable. Ici, les formes naturalistes et stylistiques se combinent et ouvre la voie à l'art nouveau floral tel que nous le verrons plus tard. Dans les années 1890, eh bien, Wagner fait avancer dans le centre de ses préoccupations les formes plus nouvelles. Wagner nous dit plus tard, l'architecture moderne, avec la mise en place ou la reprise des ornements de style empire, est tout à fait acceptable, mais en même temps, il se tourne contre la pratique de la copie stylistique. Donc, il veut bien reprendre d'un côté, mais pas de l'autre. Alors, il dit, par exemple, ce sont des bâtiments fous qu'il faut démolir, etc. S'en suivent des phrases bien connues, entre autres, chaque nouveau style a progressivement émergé à partir des précédents en raison de nouvelles constructions, de nouveaux matériaux, de nouvelles tâches humaines et de nouveaux points de vue, créant ainsi de nouvelles constructions. Fin de citation. L'art moderne, poursuit Wagner, doit nous représenter, nous les modernistes, notre art, notre savoir-faire, grâce aux formes que nous créons. dass alle modernen Formen den neuen Anforderungen der Gegenwart entsprechen müssen. Pour Wagner, le goût, la mode, le style, tout ça est étroitement lié. Pour Wagner, qui a 55 ans, eh bien, vient le moment de s'exprimer et de s'inspirer aussi des derniers courants de la jeune génération d'artistes qui d'ailleurs auront beaucoup d'influence dans son œuvre. Un rôle important est joué par l'échange intensif entre Wagner et ses étudiants. Ici, on le voit en 1894, réunis à l'Académie des Beaux-Arts. L'école de Wagner devient rapidement le centre d'émergence de nouvelles idées qui trouve ici un terreau idéal de promotion de la position artistique. Et dans cette même année 1894, Wagner reçoit le contrat de la construction du tram de la Stadtbahn, donc le tram de Vienne, un ouvrage de transport public de 40 km de long qui a occupé jusqu'à 60 personnes. Parmi eux, Max Fabiani, Joseph Hoffmann, Joseph Maria Olbrich et Joseph Plečnik, qui n'étaient pas forcément des Viennois natifs, mais venaient des provinces de la monarchie, la région côtière, mais aussi la Slovénie, la Moravie, et dont les premiers travaux révolutionnaires allaient avoir une influence décisive sur l'architecture viennoise au tournant du siècle, comme je vais vous le montrer après. En 1896, les étudiants de Wagner, Joseph Plečnik et Camille Lieferhaus ont publié dans le magazine L'Architecte, Der Architekt, leur projet d'immeuble d'habitation sur la Wienzeile, la rue, la voie qu'Otto Wagner souhaitait voir transformée en boulevard prestigieux de Vienne. Les dessins montrent un examen approfondi des ornements dits de l'Antiquité de cette époque aux alentours de 1800, qui indique déjà le style sécessionniste à venir. La façade crépie et stuquée de Plečnik, par exemple, est rythmée par des ensembles d'ornements architecturaux classiques, antiques, tels que des triglyphes, entre autres, auxquelles se mêlent des couronnes de laurier, des têtes de lion, des masques de théâtre. Ici, on voit cette voûte dynamique repliée mais mise sous tension par des volutes et des entretoises. Ici, l'inscription MCM
MCM fait référence de manière presque prévisionnelle à une architecture du XXe siècle à venir, suggérée par cette conception. Dans le dessin de Camille Liederhaus, publié juste à côté, les ornements de conception s'acoquinent à la joie décorative baroque, des têtes de lion rugissants, desquelles pendent des paquets de trophées, comme vous le voyez ici. Les deux dessins de façade ici montrent non seulement de quelle manière l'ornementation moderne émerge progressivement du relief des surfaces de stuc baroque, mais il souligne également une dialectique autour du concept de l'enveloppe et du noyau, propre à Vienne. Sur des structures de bâtiments largement identiques, le plâtre et l'enduit peuvent produire des effets très différents. Cette séparation constructive et matérielle entre la structure du bâtiment et son revêtement a rendu l'architecture viennoise particulièrement réceptive à la théorie du revêtement de Gottfried Semper. Otto Wagner et Adolf Loos ont réagi à leur manière à cela. Wagner en créant une conception très textile avec ses décorations de façade faites de différents matériaux. Il exprime aussi sa préférence temporaire pour le revêtement de ces bâtiments par des plaques de marbre dont le montage est visible. Loos, lui, est plutôt marqué par le principe du revêtement selon lequel le matériau de base doit toujours être différencié de son ornement, de ce qui a été appliqué par-dessus, et il exclut totalement l'imitation des matériaux tels qu'ils ont existé avant. Donc, ici, on parle du revêtement, mais de l'habillage du bâtiment, et le point culminant, c'est l'ornement qui a plus tard, d'ailleurs, complètement disparu pour revenir un petit peu plus tard de manière plus naturelle. L'insistance sur l'ornementation en tant que composante élémentaire de l'architecture, qui peut même devenir donc invisible, mais est toujours présente dans la compréhension artistique et peut être considérée comme une caractéristique particulière de l'art viennois du début de la modernité. Même Adolf Loos, dont l'écrit « Lieu polémique entre l'ornement et le crime » était l'un des textes les plus incompris de l'époque. Et pourtant, il n'était pas opposé à l'ornement. Ce à quoi il s'opposait résolument, c'était l'invention de nouvelles ornementations. Et cela explique pourquoi Loos accordait beaucoup plus d'importance aux premiers travaux d'Otto Wagner en tant qu'historien presque qu'à ses bâtiments plus anciens. Je le cite, il écrit en 1911, « Otto Wagner a fait l'erreur de se joindre de façon enflammée aux efforts belges pour inventer un nouvel art de l'ornement. Je ne pense pas trahir un secret quand je vous dis que tous ces horribles tournesols, ces spirales, ces lignes déchiquetées, ces vrilles et ces vers de terre qui ont été lâchés par l'atelier Wagner sur cette pauvre ville à l'époque ne sortaient pas de sa tête, mais de celle de ses collaborateurs. Vous constaterez que je n'aime pas tout ce qui est sorti de l'atelier de Wagner, nous dit toujours Loos. Je suis un adepte de la tradition. Wagner la nie. Le détournement des ornements classiques critiqué par Loos est visible dans la célèbre maison majolique qu'Otto Wagner a construite en 1898 sur le site pour lequel ses étudiants avaient auparavant fourni les plans de façade dont nous venons de parler. Un dessin d'une esquisse de façade publié en 1897 montre déjà le revêtement complet des étages supérieurs avec des carreaux de céramique décorés de délicats ornements classiques. Au cours de la concrétisation, de l'exécution, cette décoration s'effacera au profit d'un rideau de feuilles et de fleurs très stylisés conçus par l'élève de Wagner, Alois Ludwig, et couvre presque toute la surface et n'est interrompu que par les ouvertures des fenêtres. Malgré la proximité formelle avec cet art nouveau, les spécificités viennoises apparaissent. L'ornement à la mode est appliqué sur un noyau aux proportions classiques et se déplace dans un cadre strictement orthogonal, mais en même temps, il ne sert pas simplement de décoration de surface, mais il rend vraiment la revendication architecturale
architecturale du bâtiment lisible et compréhensible. La peau extérieure est hygiénique, elle est facile à nettoyer, l'habillement lui sert d'habillement et enfin et surtout traite de manière égalitaire tous les étages. L'immeuble de bureau de l'entreprise d'ameublement Portois et Fix, construit immédiatement après la maison Majonique par l'ancien employé de Wagner, Max Fabiani, montre alors une abstraction radicale de l'ornement, un motif géométrique comme une peau, une peau ou un motif géométrique pixelisé. À peine arrivé à Vienne, les fleurs de l'Art Nouveau avaient déjà été digérées par l'avant-garde. De façon soudaine ou comme un orage ou, pour citer Adolf Loos, du jour au lendemain, le nouveau style avait envahi Vienne en 1898. Les formes empires à peine à la mode furent remplacées par les lianes végétales et des fouets et immédiatement intégrées. Tout a commencé avec les pavillons temporaires de l'exposition anniversaire au Prater, qui était considéré comme une répétition générale pour la participation de l'Autriche à la future exposition universelle de Paris. Prévu à l'origine comme un pavillon temporaire à l'occasion du jubilé de l'empereur, le pavillon de la Sécession ouvert à l'automne 1898 a été conçu par Joseph Maria Olbricht, alors encore dessinateur en chef de l'atelier d'Otto Wagner, et était conçu comme un temple de l'art archaïco-moderne pour le jeune groupe d'artistes en rupture rassemblés autour de Gustav Klimt. La décoration ornementale a été poussée vers les bords de la façade, qui a été construite en plusieurs étapes au profit des surfaces nues, lissées, plâtrées d'un blanc éclatant. Les lauriers arbres dorés de chaque côté du portail sont prolongés dans une coupole recouverte de feuilles de laurier doré qui répond d'ailleurs à la Karlskirche, l'église de Karl située en face. Une église baroque. La même année, sur la place entre l'église et le palais de la Sécession, on construit donc les deux bâtiments de la gare du tram, dont la décoration est due également à Joseph Maria Olbricht. Cela montre à quel point l'architecte a utilisé cette nouvelle ornementation de manière ciblée et avec quelle logique il l'a développée, au sens de Wagner, à partir de la fonction et du matériau du bâtiment. Alors que les ornements du pavillon de la Sécession sont sculptés et encastrés dans le plâtre et dans l'enduit, dans les gares, ils poussent à partir de la charpente en fer ou sont peints sous forme de tournesol, qu'on connaît bien, sur les surfaces en marbre poli et faisant office de paroi. C'est ce qu'on voit ici. En 1898, Joseph Hoffmann, un autre collaborateur d'Otto Wagner, pour la construction qu'il a aidé aux constructions de chemin de fer urbain, publie le projet de 2 immeubles d'habitation dans la Kärtnerstraße, la plus importante rue commerçante de la ville. Ici aussi, toute déclinaison conventionnelle a été habitée. Et ici aussi, la décoration ornementale est réduite au laurier. Le saint printemps de la Sécession, qui d'une part est... donc de la Sécession qui, d'une part, est subordonnée au cadre géométrique des axes de fenêtres et d'autre part envahit l'espace disponible. Et bien vu ici, les feuilles de laurier devaient être d'un vert bronzé, les fruits de grosses ampoules électriques à la brillance mate. Adolf Loos y voyait des exemples de premier ordre pour une modernité à la question matérielle viennoise, faisant référence au traitement artistique du plâtre. Cette envie dévorante de vouloir imiter des blocs de pierre est ici complètement abandonnée et le mortier recouvre la surface sans marquer les joints selon le principe du bardage. Il est remarquable qu'Hoffmann ait renoncé à la corniche de protection d'ailleurs, en ouvrant ainsi le bâtiment vers le haut. Alors que ces 2 immeubles de rapport sont restés à l'état de projet, Hoffmann poursuit sa quête de réduction ornementale sur la façade en plâtre de l'immeuble de bureau de l'industriel Karl Wittgenstein à Hohenberg en Basse-Autriche en 1900. Donc c'est l'année de l'exposition universelle. Influencé par le mouvement anglais Arts and Crafts et qui marque une étape importante sur le chemin de l'abstraction radicale, comme il l'a fait dans le domaine de la sculpture
l'architecture avec ses reliefs que l'on voit, ces piliers du soutien du portail d'accès à la 14e exposition de la Sécession, ainsi qu'au sanatorium de Purkersdorf. Quiconque voit ici un précurseur de style ou du Bauhaus n'a pas bien regardé de très près, parce que la façade est recouverte d'un enduit grossier appliqué de façon élaborée. Les différentes surfaces sont encadrées d'une frise d'échiquier de carreaux bleus et blancs. La forme cubique, mais presque à l'expression corporelle du bâtiment, est contrebalancée par l'accent mis sur la surface et, une fois de plus, par le principe du revêtement. Et alors que Hofmann habille l'extérieur, il met à nu l'intérieur. Dans le hall d'entrée, l'escalier et la salle à manger, la charpente en béton armée du plafond n'est pas suspendue, mais fait partie de la structure architecturale. Et pourtant, le degré d'abstraction qui atteint ici un sommet inégalé pour l'époque ne représente pour Joseph Hofmann qu'une étape. L'ornement n'a nullement disparu. Il s'est seulement quelque peu réfugié dans les formes carrées des frises, des revêtements de sol, mais aussi des meubles, afin de réapparaître dans toute sa splendeur à la prochaine occasion et lorsque la tâche l'exigera. En même temps que le sanatorium de Purkersdorf, Josef Plečnik a construit un bâtiment résidentiel et commercial pour le fabricant Johann Zacherl dans le centre de Vienne, dont la modernité est à nouveau liée à la question de l'habillement ou du revêtement. Pour les étages réservés à l'habitation, Plečnik a choisi un revêtement de dalles de granit brun clair poli, dont les joints verticaux sont dissimulés par des tubes. Les ouvertures des fenêtres, découpées dans le revêtement directement de pierre, n'ont pas de cadre. Au dernier étage, de puissants atlantes en grès du sculpteur Franz Messner soutiennent la corniche en saillie décorée de feuilles abstraites. Dans le hall d'entrée, on voit des colonnes monolithiques en marbre noir, sans base ni chapiteau. Et ce qui attire le regard, c'est ce candélabre, ici, amphibien, qui fait référence à l'activité professionnelle du propriétaire qui est producteur d'insecticides. La réduction radicale, les colonnes du hall d'entrée et l'éloquence ornementale et allégorique de ce chandelier aux animaux ne sont pas contradictoires mais se complètent. Alors que Fabiani, Hofmann, Olmrich, Plečnik réalisent de nombreux bâtiments, Adolf Loos, qui a le même âge à cette époque-là, n'a commencé à construire sa première maison qu'en 1909. Sur la place Michel, en face de la résidence impériale, la Hofburg, les locaux résidentiels et commerciaux du tailleur Goldmann et Salatsch sont construits en 1911. Et ici aussi, on parle à nouveau de l'habillement. Ça devient crucial. L'architecte a donné aux locaux commerciaux à deux étages une façade en marbre grec de Cipollino, d'une richesse quasi provocante, tandis que le portail d'accès est caché comme un sanctuaire d'un temple derrière une rangée de 4 colonnes doriques monolithiques. Les étages supérieurs sont encore plus provocants puisque tout ça c'est du plâtre lissé, sans aucune trace de structure, sauf pour la corniche. Le scandale de cette bâtisse que cette bâtisse a provoqué est sans précédent. On appelle la maison sans sourcils parce que les fenêtres n'ont pas de cadre en stuc. On l'appela aussi une horreur de maison parce qu'elle confrontait le public avec une honnêteté désarmante. Sa nudité a fait sensation. Alors que les couturiers masculins exclusifs tels que Goldmann et Salatsch s'orientent naturellement vers le goût anglais, la mode féminine viennoise est influencée par Paris. Presque en même temps que la maison de la place Michel, le bureau d'architecture très actif des frères Drexler construit le Palais des Beaux-Arts, dans le 3e arrondissement, une maison d'angle remarquable abritant le siège de l'empire de la mode d'Arnold Baschwitz, que l'on appelle le chic parisien. Et contrairement à la maison de Loos sur la place Michel, le style modéré de la Sécession, mélangé à des éléments baroques, reflète apparemment l'identité de la modernité de cette entreprise qui fabrique et qui envoie des catalogues et des magazines de mode partout dans le monde. Les deux maisons fonctionnent dans le
cadre de la proximité linguistique et conceptuelle entre mode et modernité, qui jouent un rôle important dans les écrits de Otto Wagner, mais qui produisent des résultats très différents, reflétant l'étendue de la portée du modernisme viennois. En 1938 encore, la maison d'édition imprimait 50 magazines de mode qui étaient envoyés à partir de Vienne dans le monde entier. Après l'Anschluss de l'Autriche par le Reich allemand, la maison d'édition fut arianisée. Plusieurs membres de la famille Barwitz ont été persécutés et assassinés parce qu'ils étaient juifs. Lorsque Otto Wagner, âgé de 70 ans en 1911, défend contre ses détracteurs la maison que Adolf Loos venait d'achever, il avait déjà construit ses bâtiments les plus importants. Avec la caisse fédérale de la Poste et l'église du Steinhof, il avait posé les jalons d'une architecture basée sur la fonctionnalité, la construction et les matériaux, libérés de l'ornementation historique dans laquelle le bardage, le revêtement jouaient à nouveau un rôle central. Mais après ces expérimentations avec le marbre et le granit, il retourne à l'enduit et au plâtre traditionnel viennois pour ces derniers bâtiments. En même temps que la maison d'Adolf Loos, il construit les 2 immeubles de rapport de la Döbler-Gasse qu'il a conçus, comme toujours, comme étant des modèles de l'immeuble d'habitation moderne de la métropole. La maison d'angle de la Neustiftgasse et sa base recouverte de plaques de verre a comme seule décoration au-dessus un réseau de lignes gravées directement dans le plâtre lissé et qui délimite les ouvertures des fenêtres. La façade de la maison de la Döbler-Gasse 4, par contre, est complètement lisse. Elle est pourvue d'un cadre de fins carreaux bleus et entre les fenêtres du bel étage où se trouve l'appartement de l'architecte, des barres verticales que l'on peut considérer ou voir comme les franges d'une tenture murale. Wagner ne peut et ne veut pas renoncer au lien entre l'association picturale et l'origine du textile du mur que Loos, lui, a abandonné. Avec le retour à l'enduit au plâtre qu'il préférait à l'époque, même dans ses projets de construction monumentaux, Wagner revient enfin à ses racines baroques. Il reste à mentionner, et c'est la fin de ma présentation, que les nouveaux bâtiments de Vienne en 2020 ne sont en général plus revêtus d'enduits respirants, mais de matériaux isolants hautement toxiques, comme c'est le cas partout dans le monde. La question reste à savoir ce que cette pratique dit de la dialectique de l'enveloppe et du noyau. Et ça mériterait une discussion approfondie, mais on ne va pas la lancer maintenant. Merci beaucoup.